Si vous êtes tombé sur cette vidéo, je présume que vous avez un minimum d'affinité avec les mathématiques. Sinon, pourquoi cliquer dessus et vous infliger un tel châtiment? C'est complètement débile. Et sur l'ensemble du spectre de l'amour qu'on peut vouer à une discipline, il existe une zone à double tranchant. Je fais bien entendu référence à l'extrême droite du spectre qui est engendrée par la passion. Quand vous dites que vous aimez les maths en société, en général, il n'y a pas de souci. En revanche, quand vous êtes passionné par les maths, là, on peut vous qualifier de taré. Alors ça reste gentil et saupoudré de second degré, pourtant vous savez tous qu'une passion peut vous dévorer complètement. Maintenant, question légitime, peut-elle vous dévorer au point de perdre la raison? Afin de répondre à cette question, j'aimerais vous dépeindre à travers cette vidéo l'histoire des plus grands logiciens du 19e siècle qui est relativement tragique. C'est à mon sens une des histoires les plus sensationnelles de l'histoire des mathématiques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parle de toute la folie qui a été engendrée par la logique. C'est parti. Pour vous raconter cette histoire, nous allons être obligés de centrer l'intrigue sur un individu très particulier. J'ai nommé Bertrand Russell. Au-delà d'avoir été un mathématicien admirable, on le reconnaît aujourd'hui pour avoir été un penseur exceptionnel. Il fallait voir les conférences qu'il donnait, c'était littéralement de l'or pur, jamais un mot de travers, jamais un écart à son humilité. Tout ce qu'il avançait était justifié avec une clarté magistrale, et c'était toujours magnifiquement illustré pour que le plus grand nombre comprenne. Donc on avait véritablement affaire à quelqu'un qui traque sans relâche la connaissance. Mais alors, à quoi est due cette volonté de tout savoir et de tout remettre en question? Est-ce que c'est inné comme détermination, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas eu des événements marquants dans sa vie qui l'aurait mené vers cette voie? Pour répondre à cette question, il va falloir faire un bond dans le temps vers une période un petit peu trop négligée par les biographies à mon sens, l'enfance de Russell. Sa période infantile, ce n'est clairement pas un cadeau. Quand bien même il est né dans une famille relativement aisée, il s'est retrouvé orphelin dès ses 4 ans. Effectivement, ses parents et sa sœur ont été tués par la diphtérie qui faisait des ravages à l'époque, donc très jeune, il a été contraint de vivre seul avec ses grands-parents dans la maison familiale de Pembroke Lodge, située près de Londres. Son grand-père était très relax, très ludique, il employait souvent le ton du jeu avec Russell. Sa grand-mère, en revanche, était une femme très stricte. Tout n'était que règles et définitions avec elle. C'était très militaire et elle lui redéfinissait tous les concepts, même les plus basiques. Notez bien ici que règles et définitions sont essentielles en logique, il est donc raisonnable de penser que cela a joué un rôle non négligeable dans son apprentissage de la rigueur. Son grand-père malheureusement rejoindra les cieux 2 ans après l'arrivée de Russell à Pembroke Lodge, et fatalement ça a fait disparaître le peu de joie qu'il y trouvait là-bas, et il s'est retrouvé dans une atmosphère réellement dépourvue d'émotions. Sa grand-mère tenait à ce qu'il ait un enseignement complètement agnostique, elle voulait se charger elle-même de son enseignement de la foi et de tous les dogmes religieux qui l'accompagnent. Des précepteurs étaient donc chargés de lui apprendre le reste, c'est-à-dire le grec, le latin, l'allemand et surtout les mathématiques. Son précepteur, chargé de lui faire découvrir les maths, a commencé par lui parler d'Euclide, donc tout ce qui touche à la géométrie élémentaire, tout en veillant à toujours insister sur l'aspect logique, la démonstration. Une des premières preuves qui fascinera Russell, c'est la preuve qu'un triangle ayant 2 angles égaux admet nécessairement 2 côtés égaux. Le mot nécessairement doit ici vous interpeller. C'est un adverbe qu'on retrouve très souvent en logique et qui fait appel à l'implication, c'est-à-dire une condition nécessaire. Alors pourquoi cette preuve en particulier déclenchera une fascination chez Russell? Mais tout simplement car ça va le rassurer. Il ne connaissait aucune certitude jusqu'à présent, et ensuite parce qu'elle fait appel à un raisonnement magnifique qui est le raisonnement par l'absurde. Et elle est parfaite à mon sens d'ailleurs pour aborder le raisonnement par l'absurde avec des enfants. En voulant montrer qu'il a 2 côtés égaux, vous supposez par l'absurde qu'un des côtés est plus grand que l'autre. Et vous aboutissez à une contradiction avec les hypothèses, c'est très visuel avec le dessin. Il en résulte alors que 2 côtés sont nécessairement égaux. Et c'est ici que démarre le coup de foudre, mesdames et messieurs. Pour la première fois de sa vie, il venait d'avoir la certitude totale que quelque chose était vrai. Parce que Russell vivait constamment dans l'ombre, il ne savait pas par exemple que ses parents étaient morts, sa grand-mère ne lui a jamais dit. Il le découvrira bien plus tard en trouvant son tombeau familial dans le cimetière du village. On pourra d'ailleurs observer dans ses écrits bien plus tard que les mathématiques lui ont sauvé la vie. Parce qu'assez tôt dans sa vie, il voulait se suicider parce qu'il n'était sûr de rien. Il n'avait plus de famille, rien ne le rassurait, et il avait cette peur viscérale de devenir fou. Donc absolument tout le conduisait vers la mort. Mais grâce à la démonstration mathématique, qu'il qualifiera comme la voie royale d'accès à la vérité, il surmontera cette phase suicidaire. Donc il va continuer les maths tranquillement, mais évidemment, un élément perturbateur va survenir. Il va rencontrer quelque chose dans les mathématiques qui va le frustrer énormément. En remontant les propriétés de géométrie d'Euclide, vous le savez, on arrive aux axiomes, qui sont des postulats évidents. Par exemple, si vous prenez 2 points, on est sûr qu'il y a une droite qui va passer par ces 2 points. Et le problème des axiomes, c'est que c'est indémontrable par essence. On a donc construit
toutes les mathématiques sur des postulats indémontrables, comme par exemple l'existence de l'ensemble vide ou le postulat des parallèles, qui dit que si vous avez une droite D et un point P, il existe une unique droite parallèle à D passant par P. Et admettre des choses sans en avoir la certitude absolue, c'est un truc qui gêne Russell. Et ça ne gêne pas que Russell d'ailleurs, ça gêne les logiciens de l'époque de façon générale. Comment savoir que les axiomes sont suffisamment consistants pour y construire une théorie dessus? Qui dit que par exemple si je retire pas un axiome, j'ai pas une théorie un peu plus légitime. Par exemple si vous retirez le postulat des parallèles, vous autorisez une géométrie toute nouvelle qui s'appelle la géométrie riemannienne. Le postulat ne se vérifiera pas puisque évidemment l'espace est non euclidien, mais pour autant ça ne gêne absolument pas de faire des mathématiques dessus. C'est tout aussi valide que n'importe quelle autre géométrie. Toutes ces questions axiomatiques vont profondément agacer Russell, qui va évidemment énormément se pencher dessus. Il va partir en première année d'université à Cambridge et les profs vont l'énerver. Pour lui, ils sont pas assez rigoureux. Par exemple, vous prenez le terme infinitésimal, on le définissait parce qu'il est infiniment petit. Mais en fait, on tourne en rond parce qu'on définit un terme en l'employant dans sa propre définition. C'est pas du tout rigoureux et d'ailleurs, c'est un terme complètement tombé en désuétude, sauf pour les physiciens. Donc pour Russell, les fondements sont pourris et il fera d'ailleurs constamment des joutes verbales avec ses professeurs. D'un côté, il admirait les maths parce que les mathématiciens convergent vers des vérités qui ne se contredisent pas entre elles. Contrairement à la philosophie, vous pouvez avoir plusieurs vérités. Par exemple, les concepts mentaux, c'est inné ou acquis. Mais si vous lisez Kant, c'est inné, si vous lisez Hume, c'est acquis. Autre chose, y a-t-il opposition entre esprit et matière? Mais Descartes vous dira que oui, et Spinoza vous dira que non. Mais d'un autre côté, la philosophie, c'est la passion de la vérité à l'état pur. Et c'est cette absence de passion que Russell reprochait à ses pairs qu'il trouvait trop négligent. Personne ne voulait apparemment s'intéresser au postulat. Vraiment personne? Il y aura un exposé d'Alfred Whitehead sur les postulats auxquels Russell assistera qui va tout changer. Un oral tout à fait rigoureux, rafraîchissant sur l'examen de la certitude mathématique. Et Russell a vu en Whitehead un futur frère d'armes pour combattre le manque d'ordre qu'il régnait dans les axiomes. Whitehead lui fera une remarque intéressante, il lui dira que d'autres gens ont le cran de s'intéresser aux fondements de la logique, sauf qu'ils ne sont pas en Angleterre. Et c'est là que Russell va commencer à comprendre qu'il faut développer son cercle de connaissances. Il choisira donc de voyager à Paris pour assister au congrès de philosophie de 1900. C'est là-bas d'ailleurs qu'il rencontrera Peano et Padoa, deux grands logiciens italiens dont il recevra les travaux, et il va apprendre l'existence de Cantor et de Frege, avec qui il décidera de communiquer à son tour à travers des lettres, étant donné leur centre d'intérêt commun. Il est fort probable qu'il ait d'ailleurs aussi rencontré Hilbert pendant son séjour à Paris, surtout qu'il donnait quelques jours après le congrès de philosophie sa grande conférence fondatrice des mathématiques avec les fameux problèmes de Hilbert. Néanmoins, l'information n'est pas sûre, donc prenez-la avec des pincettes. Ce qui est important, c'est qu'ils sont arrivés à s'entretenir à un moment ou un autre. Bon alors, ça fait beaucoup d'acteurs qui viennent de rentrer dans notre histoire, et tenez-vous bien, chacun aura son importance. Et pour débuter avec le périple de la folie, nous allons parler un petit peu de Frege. C'était un personnage très excentrique. Quel logicien ne l'est pas, vous allez me dire, et il était obsédé par la modélisation de la réalité. Ses travaux sur la logique étaient prioritaires sur tout. Il considérait d'ailleurs son Begriffsschrift, son premier ouvrage, comme son enfant. Pour comprendre parfaitement la réalité, il fallait construire un langage qui soit parfaitement logique. Et c'est là où Russell et Frege s'entendaient parfaitement. C'est cette même fougue qui stimulait tout excellent logicien de l'époque. Ils étaient toujours animés par cette soif insatiable de savoir. Mais en faisant ça, est-ce qu'ils ne sous-estimaient pas les dangers de la connaissance? Heureux sont les simples d'esprit qui ne se torturent pas le cerveau pour percer les mystères de la logique, vous allez me dire. Maintenant, comment s'intéresser à la logique pure et comment l'étudier? La clé pour comprendre tout ce qui nous entoure se situe dans la conférence de David Hilbert que j'ai évoquée plus tôt. Cette conférence était magistrale. C'était d'abord faire un survol de l'avenir à travers la liste des 23 problèmes, qui étaient 23 problèmes irrésolus d'une importance capitale pour l'avenir, mais aussi et surtout exclure l'intuition et privilégier la logique. Et pour cela, asseoir la base des bases qui est l'arithmétique sur un terrain de certitude totale. Énoncer les choses avec la plus grande rigueur et la plus grande clarté possible pour s'assurer que toutes les questions admettent des réponses logiques. Et ce furent ici les idées majeures dégagées par Hilbert. Parce que le langage de tous les jours, c'est trompeur. D'où la volonté de tous les logiciens de fonder un langage parfait. Et quoi de plus parfait que les mathématiques, vous me direz? Eh bien attendez la suite. Et donc ça laisse à penser que l'arithmétique, c'est-à-dire compter, comparer les nombres, trouver des relations entre eux, c'était la chose la plus importante à poser. Et pour cause, c'est la base pour tout le monde. Maintenant je vous pose la question, comment construire l'arithmétique à partir de rien? Mais il faut construire la chose la plus basique qui soit, c'est-à-dire les nombres. On commence par les entiers, puis les rationnels, puis les réels, etc. Et c'est ici que la théorie des ensembles entre en jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, c'est la veine de base des mathématiques qui permet de tout reconstruire. Ça a été introduit par Cantor et c'est magnifique. Elle dit notamment, plutôt que de s'intéresser aux objets, intéressons-nous aux collections d'objets. Par exemple, toutes les fonctions continues, tous les nombres pairs, et dégageons des théories plus générales à propos de ça. L'idée de base est brillante et c'est un véritable paradis que Cantor a créé, il faut bien en prendre conscience. Malheureusement, et là où c'est un drame, c'est que ça force à s'intéresser aux fondements et à des concepts effrayants comme l'infini. Carl Friedrich Gauss avait déjà prévenu
les mathématiciens par le passé. Il ne fallait jamais regarder l'infini dans les yeux. S'en occuper directement, c'était de la folie pure. Parce que s'intéresser à l'infini, c'est très audacieux. Mais de l'autre côté, c'est un concept très obscur qui a révélé plus d'une fois la fragilité des mathématiques. Je ne connais d'ailleurs aucun concept mathématique qui a autant fasciné et dérouté les gens en même temps. Donc la mise en garde de Gauss était réelle. Et pourtant, devinez qui est arrivé avec un théorème de comparaison des différents infinis? Cantor. Et devinez qui est devenu fou allié? C'est le premier de notre épopée qui sombrera dans l'abîme de la folie. Un si grand mathématicien fondateur de la théorie des ensembles, des nombres transfinis, qui finira sa vie enfermé dans un sanatorium contre son gré à écrire des grandes divagations. C'est un drame absolu. Mais revenons un petit peu à Russell, si vous le voulez bien. Après tous ces échanges fructueux, il s'est mis à entreprendre un grand travail qui est de redresser les mathématiques. Et donc il a commencé la rédaction de son premier ouvrage mathématique en s'inspirant des idées de Frege et des notations de Peano. Et un jour, en vantant la théorie des ensembles, en l'expliquant à un néophyte, il s'est rendu compte de quelque chose de tragique. Comme vous le savez, un ensemble peut contenir d'autres ensembles. Prenez par exemple l'ensemble des partitions des antinaturels, bah ça contient l'ensemble des antinaturels. Ça contient aussi l'ensemble vide, les singletons, etc. Et plus fort que ça, avec la théorie de l'époque, un ensemble peut se contenir lui-même en tant qu'élément. L'ensemble de toutes les idées est une idée, par exemple. Et on peut même ajouter une négation, l'ensemble de toutes les choses qui ne sont pas des bouteilles n'est pas une bouteille. Du coup, il y aura un truc intéressant à voir, à quoi ressemble l'ensemble des ensembles qui se contiennent eux-mêmes. Et en parallèle, l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Et là, ce fut le déclic ultime pour Russell. Je vais vous demander, en guise d'aparté, d'imaginer un village dans lequel il y a une loi saugrenue qui réglemente les rasages. Elle affirme que les villageois qui ne se rasent pas eux-mêmes doivent être rasés par le barbier du village. Donc soit vous vous démerdez, soit c'est le barbier qui s'en occupe. Question... Qui est-ce qui rase le barbier? Il ne peut évidemment pas se raser lui-même, parce que le barbier ne rase que les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes, et s'il ne se rase pas lui-même, il est hors la loi, parce qu'il doit raser les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. On aboutit à un paradoxe, le barbier se suicide, donc on appelle ça le paradoxe du barbier, et là vous allez me dire, mais Axel, quel est le foutu lien avec la théorie des ensembles? Mais l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, se contient-il lui-même? S'il se contient lui-même, il est dedans. Mais s'il est dedans, il respecte la propriété de l'ensemble, et il ne peut donc par conséquent pas se contenir lui-même. Donc si c'est oui, c'est non, sauf que si c'est non, c'est oui. C'est là, mesdames et messieurs, tout le paradoxe de Russell, qui met à mal toute la théorie des ensembles de l'époque, et par conséquent, tous les fondements de la logique de l'époque. Parce qu'avant, on avait une théorie des ensembles naïve, et on pensait que n'importe quelle propriété pouvait définir un ensemble. Genre vous faites n'importe quel prédicat de langage, vous obtenez un ensemble. Sauf qu'on vient de voir un cas pathologique qui met à mal tout ça. Et le problème, c'est que quand ta théorie a pour axiome une propriété définit un ensemble, qui est ce qu'on appelle l'axiome de compréhension non restreint, mais c'est dramatique, parce que votre théorie, elle se contredit elle-même en créant des monstres. Et devinez qui avait cet axiome au cœur de sa théorie? Frege. Et devinez qui est devenu complètement fou à la suite d'une lettre de Russell? Ce qui s'est passé, c'est qu'après la lecture de la lettre contenant le paradoxe, Frege était dévasté. Parce qu'il l'a lu le jour où il devait donner le bon à tirer pour le second volume de son ouvrage. Donc il a couru à l'imprimerie en ordonnant qu'il fallait détruire toutes les planches, que tout était absolument faux, et c'était vraiment des années de travail. L'éditeur l'a supplié de le publier quand même, parce que c'était des années de travail, et économiquement ça aurait été dramatique, ça aurait quasiment été une faillite. Et après une longue négociation, Frege acceptera de le publier en ajoutant un addendum d'une humilité remarquable, qui témoignera de son désespoir et de l'anéantissement de son œuvre par Russell, et il ajoutera que l'arithmétique est totalement minée par ce paradoxe, et qu'il faut impérativement faire quelque chose. Et Frege ne se relèvera jamais de cet affront. Il cessera ses activités de publication mathématique, sa femme mourra peu après, si bien qu'il sera étouffé par la haine et l'incompréhension jusqu'à sa mort. On retrouvera dans ses papiers après sa mort des diatribes antisémites terribles, dans lesquelles il se vante d'avoir prouvé logiquement que les juifs étaient une race inférieure, et quand bien même c'était banalisé à l'époque, on était un petit peu avant la montée d'Hitler au pouvoir, bah ça démontre à quel point son esprit s'est fragilisé à tout jamais. Revenons maintenant un petit peu sur le paradoxe. Vous ne pouvez pas imaginer le bouleversement créé par la publication de ce paradoxe au sein de la communauté mathématique. Peano, Hilbert, Poincaré, tous étaient désemparés face à ce monstre. La théorie des ensembles de l'époque permettait la création d'un cataclysme, mettant à mal sa propre théorie. C'est très fort quand même. Donc il fallait absolument contourner tout ça. Et qui de mieux pour colmater la brèche que celui qui l'avait créé, après tout. C'était pour Russell la mission de sa vie. Et c'est là que naissent les Principia Mathematica. 3 ouvrages colossaux, plus de 2000 pages de symboles abjects. Ça a été coécrit avec Whitehead sur plus de 10 ans. Tenez-vous bien, 362 pages pour montrer que 1 plus 1 égale 2. Un travail titanesque, repris 4 fois à 0 parce que les axiomes ne convenaient pas vraiment. À chaque remise à 0, c'était un pas de plus vers la folie. Littéralement, tout menait au doute. Il était tellement sujet au doute qu'il a quitté sa première femme d'ailleurs à ce moment-là. Les éditeurs, quand ils ont vu le pavé manuscrit avec des millions de symboles, ils se sont dit, attends, mais on peut pas publier ça. Ce n'est pas publiable, personne n'est
en capacité de relire ce travail. Et surtout, personne n'avait envie de le faire. Ou peut-être y avait-il quelqu'un. On y reviendra tout à l'heure à ce quelqu'un. Donc ils ont dû financer eux-mêmes la publication de l'œuvre. Le premier ouvrage des Principia Mathematica a fini par être publié, mais il ne faisait clairement pas l'unanimité. Selon la communauté mathématique, il n'avait pas rendu les bases moins bancales, et ça ne convainquait pas grand monde. Donc Russell commençait à être dévasté. La folie est proche, faisons alors intervenir un nouvel acteur, Ludwig Wittgenstein. C'était un jeune passionné de logique qui a été envoyé par Frege. Il s'est vite démarqué auprès de Russell parce qu'il était vif, intense, passionné et peut-être un peu trop impulsif. Russell se comparait d'ailleurs à Wittgenstein. Il avait l'impression de retrouver une version de lui plus jeune, plus fougueuse, mais est-ce que toute cette énergie n'était pas un reflet de son instabilité finalement? Est-ce qu'à trop vouloir chercher la vérité, on ne perdrait pas son équilibre mental? Parce que même si la logique et la folie forment un couple stupéfiant sur le papier, on a vu que c'était intrinsèquement lié quand même. Et c'est assez paradoxal dans le fond. L'objectif de Wittgenstein, c'était de sauver les Principia Mathematica. Mais il fallait qu'il fasse attention parce que c'était dangereux. Sauf qu'entre-temps, il a été mobilisé au front pour la Première Guerre mondiale. Et ayant frôlé et côtoyé la mort pendant des années durant, il a convergé vers un point de vue complètement opposé à Russell. Russell qui a d'ailleurs passé 6 mois en prison pour avoir fait une propagande trop pacifiste. Et pour Wittgenstein, finalement, la logique était vide. Elle ne pouvait produire que des monstres et des tautologies au final. Et selon lui, l'échec de Russell provenait de la nature même de son ouvrage. On ne peut pas parler de logique, on ne peut que la montrer. D'un côté, on avait la logique très rigoureuse de Russell, et de l'autre, la théorie de l'image de Wittgenstein. Beaucoup plus empirique, qui dit que le monde est la totalité des faits, et qu'il est modelé par le langage, et qu'éventuellement ensuite vous pouvez appliquer la logique à tout ça. C'était le concret contre l'abstrait. Et Russell n'était pas indifférent aux arguments de Wittgenstein, surtout après son séjour en prison dans lequel il s'était beaucoup penché sur la philosophie des mathématiques. Et donc finalement, Russell jugea que son ouvrage était un échec. Mais pourtant, c'en était pas un, il avait inspiré tellement de gens par sa fougue, sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas été possibles. Alors, n'était-il pas trop dur avec lui-même? Des gens étaient très reconnaissants du travail de Russell, il était invité et admiré par ses pairs. Et à ces occasions, un jour, on lui présenta un doctorant en logique très célèbre aujourd'hui, mesdames et messieurs, Kurt Gödel. Le seul, d'après Russell, ayant lu et étudié l'intégralité des Principia Mathematica. Et il y a une chose qui chiffonnait Gödel. Pas une seule fois dans les 2000 pages, il n'est écrit qu'une proposition logique peut être prouvée ou réfutée. Alors ça peut paraître être un détail, parce qu'apparemment, vrai implique prouvable. Je veux dire, c'est l'essence même de la logique. Mais du coup, c'est un axiome ou ça se prouve? C'est assez subtil, mais est-ce que vous voyez les ambiguïtés que ça peut provoquer? Entre-temps, Zermelo et Fraenkel avaient consolidé la théorie des ensembles de façon satisfaisante. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, on se place dans le cadre de la théorie ZF, les initiales pour Zermelo et Fraenkel, et les axiomes ne produisent plus de grands drames comme avant. Et on n'est pas à l'abri que ça arrive à nouveau. Donc tout le monde était rassuré dans la communauté mathématique, Hilbert toujours à prêcher activement en faveur de la logique, sauf qu'il y a eu un tournant assez perturbant. La résolution du deuxième problème de Hilbert qui portait sur la cohérence et la complétude de l'arithmétique. Donc, parler de la prouvabilité des propositions arithmétiques. Et c'est justement Gödel qui prendra la parole dans cette conférence. Le cœur de son exposé, c'était de voir si une question mathématique correctement formulée admettait nécessairement une réponse. Si je vous donne un énoncé mathématique, est-il prouvable? Et la stupeur générale, la réponse est non. Il existe des questions auxquelles on ne saurait pas répondre. Gödel a donc prouvé que l'arithmétique, et fatalement que tout système qui reposait dessus, était incomplet. Et on appelle ça aujourd'hui les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Donc il existe des énoncés mathématiques dits indécidables, qu'on ne peut pas montrer. Et on pourrait se dire que c'est forcément des trucs tordus, mais je suis sûr que vous en connaissez. L'axiome du choix sous ZF par exemple, indécidable. L'hypothèse du continu, qui dit qu'il n'existe aucun ensemble de cardinal strictement compris entre n et r. Genre vous avez pas un truc entre le dénombrable et l'indénombrable, ben c'est indécidable. Une équation diophantienne admet-elle nécessairement une solution? C'est indécidable. Alors je conçois que ça reste très rare comme énoncé. Mais ils existent! Et conséquence dramatique, les mathématiques ne sont pas parfaites. Ça fait mal, hein? Même dans la discipline la plus certaine de l'univers, il existe des incertitudes. Et c'est là où Russell a eu l'illumination que quand bien même la logique était surpuissante dans son domaine, elle serait toujours inefficace à certains moments, en particulier dans les relations humaines. Quoi de plus irrationnel que l'amour, quoi de plus irrationnel que la guerre? Il ne peut donc exister de solution toute faite à tout problème. Genre vous prenez un problème délicat, il n'existe pas de formule toute faite pour le résoudre. Les points de vue, le subjectif, les émotions, tous ces concepts qui sont à des années-lumière de la raison, font que des problèmes ne seront jamais traitables
logiquement. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'aimerais finir. Néanmoins, restons en accord avec le titre de la vidéo. Des questions se posent quant aux relations entre la folie et la raison. J'aimerais qu'on reste pour ce débat dans un cadre mathématique. Selon vous, est-ce que ce sont les fondements des mathématiques qui sont responsables de la démence chez les logiciens? Ou alors au contraire, est-ce que ce sont exclusivement des gens pathologiquement atypiques et qui ont une propension à la folie qui s'intéressent au fondement même des mathématiques? D'un côté, il est vrai qu'il faut des prédispositions de rigueur quasi maladive pour s'intéresser d'aussi près à la base du langage de l'univers. Mais de l'autre côté, est-ce que quand vous remettez tout en question, en allant même jusqu'au moindre axiome d'existence, vous ne finissez pas ravagé par vos propres idées? Remettons ça dans son contexte et observons d'un œil extérieur ce genre de cheminement de pensée. Vous en venez à douter de tout, et pas seulement de tout ce qui vous entoure, mais aussi de tout ce qui compose les choses, y compris vous. Et ça renvoie à des questions philosophiques terribles. Pourquoi telle chose existe? Pourquoi est-ce que c'est cohérent qu'elle existe? Pourquoi cela peut-il éventuellement impliquer des paradoxes? Tous ces raisonnements qui s'entremêlent et cette remise en question perpétuelle de tout casse votre perception du réel. Sincèrement, vous pensez tenir combien de temps avec ces réflexions avant que votre cerveau ne vrille complètement? Le fait est que tout analyser est une habitude mortelle pour les émotions. Donc si on reprend le cas des logiciens déchus, on pourrait se dire que la folie est la fille de la logique. Mais quand on y pense, c'est toujours leurs insécurités et leurs névroses qui les ont conduits à la logique. Vous prenez Russell, c'est son enfance tragique qui l'a conduit à vouloir étouffer ses émotions. Et quoi de mieux que la logique pure pour contenir des émotions? Mais ça reste une bombe à retardement extrêmement dangereuse. Russell n'est pas devenu fou, il était extrêmement éveillé, certes très strict spirituellement et un petit peu excentrique, mais n'oubliez pas que les bizarreries sont l'envers du génie, et la rigueur exacerbée c'est juste le prolongement de la passion de l'exactitude. Et pourquoi je parle de bombe à retardement? C'est parce que son fils a fini schizophrène, parce que sa petite fille s'est suicidée, donc il y avait quand même des grandes fragilités mentales, probablement héréditaires. Pareil si vous prenez Hilbert, profil similaire, son fils a été interné de force en psychiatrie et il n'en avait rien à faire, il clamait haut et fort qu'il n'avait pas de fils. Il s'en foutait complètement et il ne l'a jamais revu. Et comment la logique peut pousser à des comportements aussi atroces, on pourrait se demander. Et c'est là où je vais aboutir à mon raisonnement. Si on décidait de construire un axe de rationalité pour mesurer le degré de raison des gens, on placerait intuitivement tout à gauche la folie et tout à droite la lucidité parfaite. Mais après toutes ces histoires dramatiques, est-ce que considérer que c'est un axe droit, ce ne serait pas erroné? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un fer à cheval dans lequel on n'aurait qu'un petit saut à faire pour aller de la raison absolue à la folie? Et la logique ne serait-elle pas l'antichambre de la démence finalement? Pourquoi, à votre avis, plus votre intellect est élevé, plus vous avez des prédispositions à la folie? Il y a des questions importantes qui se posent ici, et j'aimerais donc que l'espace commentaire de cette vidéo soit un support à débat. Parce que vos avis m'intéressent sincèrement, et j'ai l'impression d'arriver au bout de ma réflexion. Il me manque des éléments philosophiques pour aller plus loin dans la réflexion. Étant donné l'esprit de certains dans les commentaires, je suis persuadé qu'on va trouver des mines d'or absolues et qu'on va pouvoir approfondir ce raisonnement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Première vidéo de cette nouvelle année, et non des moindres. Elle a suscité quand même beaucoup de recherches de mon côté. Ma longue absence a été expliquée sur le serveur Discord. En résumé, maladie, examen, remise en question, j'ai eu mes examens, donc c'est bien. Et peu importe, je suis de retour à partir de maintenant. En guise de complément, je vous renvoie vers la splendide BD Logicomics qui m'a absolument inspiré pour cette vidéo. C'est vraiment une magnifique source de fascination, donc je vous encourage à vous la procurer, neuf ou d'occasion. Je pense que sur Rakuten, vous pouvez l'avoir sans trop vous ruiner. Et si la vidéo vous a plu, alors croyez-moi, vous allez adorer ce livre. La prochaine vidéo ne sera pas mathématique. Ce sera une petite mise au point de certaines choses, c'est important de faire un bilan ensemble du chemin qu'on a parcouru. Je répondrai à quelques questions qui vous taraudent, et j'ouvrirai des débats plus poussés concernant par exemple le vice de la notoriété. Je ne vous en dis pas plus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait super plaisir de vous parler de tout ça, c'est une de mes anecdotes favorites. Je vous fais des bisous, je vous aime fort, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!